Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon. Mes trois invités gabonais sont avec moi, notamment pour parler de la transition, de la charte de la transition dans votre pays et ces grandes articulations dans son préambule. Dans le préambule de votre charte, on lit ceci. Reconnaissant que les crises politiques et sociales cycliques, les détournements de fonds publics qui ont affligé la République gabonaise avant et après le changement de la Constitution, de la loi électorale et des résultats tronqués de l'élection présidentielle de 2023 pour favoriser un troisième mandat du président Ali Bongo, ont fissuré l'unité nationale, décrédibilisé les institutions et ralenti le développement du pays. C'est inhabituel que dans le préambule d'une charte ou d'une constitution, on parle de détournement de fonds publics. Et à propos de détournement, on a vu à la chute de votre régime, c'était votre régime, des images de cantines remplies de milliards. Il y a même un Gabonais qui a volé 150 véhicules de l'État. Comment c'était possible sous vous? Qui a rendu possible cela? Au point où vous soyez obligé aujourd'hui de mettre la question du détournement dans le préambule de votre charte. Mais il ne peut pas en être autrement, parce que la fin terrible du régime d'Ali Bongo tient aussi qu'à un moment, ce régime ne s'est préoccupé que de lui-même. Le Gabon a été réduit sous Ali Bongo, que ce soit sous son premier mandat. Le second, on ne peut même pas dire que c'est lui qui l'a fait. Je vais parler du premier mandat. Le pays a été mis en coupe réglée, au service de quelques personnes, une petite caste rapprochée autour du président Ali Bongo. C'est pour cela que ces détournements ont été possibles. Il n'était pas au courant? Ah non, moi je ne serais pas de ceux qui diraient que le président facilement, le président ne savait rien, le président n'était pas au courant. Le président lui-même a peut-être prouvé lui-même également intérêt à ça, parce que je vais quand même rappeler que c'est pas moi qui le dis. Dans certains journaux, oui, on a dit que le chef de l'État, M. Ali Bongo, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas d'avion. Quand il est parti, il avait des avions, des villas partout. On a dit que le président gabonais était le troisième chef d'État le plus riche d'Afrique centrale. Ça a été écrit. Alors, en étant simple président, avec le salaire qu'il avait, comment est-il devenu millionnaire? Et il vous répondrait qu'il a hérité des biens de son père. Il a hérité oui, il me répondrait qu'il a hérité des biens de son père, mais si on fait la part aujourd'hui, et c'est ce que nous attendons réellement de cette transition, oui, faire la part entre l'héritage d'Omar Bongo et ce qu'est devenu la fortune de M. Ali Bongo, quand on fait le compte, on se rend bien compte que ce n'est pas l'argent de M. Ali Bongo. Et pour étayer tout ça, je dirais tout simplement une dernière chose. Quand Mme Bongo vient faire les courses à Paris, où elle dépense 1 million d'euros en une journée dans les magasins, c'est avec la carte de c'est avec quelle carte de crédit? C'est avec la carte de crédit du Gabon. 1 million d'euros de courses à Paris. Donc moi j'estime que M. Ali Bongo a fermé les yeux parce qu'il y trouvait lui également son intérêt. Alors, ce que vous dites est très intéressant puisque ça nous amène à aborder un point essentiel, un des points essentiels de votre charte de la transition. C'est notamment la question des critères d'éligibilité du président de la République au Gabon. Désormais, en tout cas, la réflexion que vous menez et partagez aujourd'hui, et vous nous direz ce que vous en pensez, le président, enfin, pour être président désormais au Gabon, il faut être né de père gabonais, de mère gabonaise, mais ça ne suffit pas. Il faut être né soi-même au Gabon, mais ça ne suffit pas encore. Il faut avoir épousé une Gabonaise ou un Gabonais. Qu'est-ce qui nourrit chez vous le besoin de mettre de tant de garde-fous pour être président de la République au Gabon? C'est vrai que madame vient de dénoncer... Mais à cette question, je peux vous répondre. D'évoquer le fait que madame Bongo dépensait 1 million d'euros à Paris pour faire ses courses, mais il y a des premières dames qui sont africaines qui pouvaient aussi ou qui peuvent dépenser autant. Bon, mais répondez-nous, s'il vous plaît, monsieur Mivila. Qu'est-ce qui fonde ce garde-fou là
Vous avez employé l'expression garde-fou, mais il faudrait déjà, M. Togbé, dire que le CTRI, qui organise aujourd'hui la transition, qui est à la tête du Gabon, a de nombreux chantiers. Il y a des réformes institutionnelles à mener. Il y a une urgence sociale à laquelle il faut répondre parce que les Gabonais sont de plus en plus pauvres. La charte, comme vous venez de l'évoquer, oui. Et la constitution de 1991, qui était issue de la conférence nationale de l'époque sous Omar Bongo, sont deux textes qui ne sont pas des textes définitifs par rapport au Gabon. Oui, mais c'est pas là. La question que vous me posez, pourquoi je vais vous répondre. Plus de première dame étrangère au Gabon. Je vais répondre. Parce que, alors, je vais vous dire, pour faire simple, ce qui est là que vous venez de lire, ce sont des propositions. Il y a un dialogue qui aura lieu au Gabon. On discutera de ces choses-là. On ne fera pas l'économie de ces discussions-là. Il y a une réalité que nous vivons depuis près de 60 ans et qui a été exacerbée, c'est que les Gabonais ont le sentiment, à tort ou à raison, que des étrangers dirigent le pays et le dirigent mal en plus. Beaucoup de nos anciens vont même jusqu'à dire qu'Omar Bongo n'était pas Gabonais d'origine. Certains lui accordent la nationalité centrafricaine, d'autres congolaise. Ali Bongo, vous avez dû observer depuis 2009 que ses origines ont été continuellement remises en question. Sa gabonité, on va le dire comme ça. Puisque certains disent qu'il est d'origine nigérienne, donc venant du Biafrais. Et Ali Bongo a eu le malheur, ou du moins le peuple gabonais a eu le malheur de voir aux côtés d'Ali Bongo une première dame d'origine étrangère dont le seul intérêt pour le Gabon n'était que le siphonnage des deniers publics. Face à ces réalités, les Gabonais ont le sentiment qu'il faudrait verrouiller la magistrature suprême pour s'assurer que des réels patriotes arrivent au sommet de l'État et servent les intérêts du Gabon. Vous savez, il y a un slogan qui est très présent dans l'esprit des Gabonais, c'est « Gabon d'abord ». Et on a l'impression que le Gabon d'abord est marginalisé, piétiné. Et donc c'est un ras-le-bol exprimé par les populations gabonaises, ce qui a très certainement conduit le CTRI à émettre ses idées pour qu'on puisse verrouiller cela. C'est une réalité. On nous fait, nous, les Gabonais, un procès en sorcellerie en disant que nous sommes xénophobes. Non, ça, on va en parler donc, dans la troisième partie de notre pour émission. Finir, M. Togbé, oui. je vous dis, il y a ce sentiment-là et nous sommes appelés dans les mois à venir, de manière responsable, objective, autour de la conférence nationale, qui est une conférence inclusive, à discuter de ces sujets-là, pour que nous puissions trouver vraiment les éléments nécessaires pour verrouiller et protéger notre Gabon. On peut être du pays et mal se comporter, et mal gérer. Je l'entends, mais ayons la possibilité d'en discuter, parce que nous sommes tout à fait libres là-dedans. Avoir une première dame gabonaise n'est pas gage de réussite, parce qu'on se posera aussi la question... Mais au moins, elle est gabonaise, c'est ce que vous voulez. Oui, exactement, c'est le sentiment que nous avons là. On a eu des premières dames, tenez, Joséphine Kamabongo était gabonaise, on n'a pas un très très grand souvenir, en tout cas des souvenirs positifs de son action, ne serait-ce que sociale. Contrairement, je vous dirais là, Madame Edith Lucie Bongo, qui a laissé quelques fondations ici et là. Donc c'est vous dire que toutes ces questions-là, aujourd'hui, ne sont pas arrêtées. Nous allons apporter ces solutions-là autour de la conférence nationale. C'est très intéressant. Et les garde-fous, effectivement, que vous êtes aujourd'hui appelés à mettre dans cette charte proposée, y compris quand on va jusqu'à dire qu'il faut être né soi-même au Gabon, ça veut dire que les couples gabonais qui vivent aujourd'hui hors du Gabon et qui font des enfants à l'étranger, ces enfants ne seront jamais présents au Gabon. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Patrick. Je pense que ces garde-fous sont plus profonds que ça. Allez-y, s'il vous plaît. Pour moi, la façon dont j'interprète ça, c'est que le Gabon est un pays qui accueille énormément d'étrangers.
mais on n'assimile pas. On accueille énormément d'étrangers et on se rend compte que notre accueil, notre générosité fait qu'à un moment donné, celui qui vient d'ailleurs, même s'il s'élève, les conditions sont très avantageuses pour celui qui vient d'ailleurs, pour s'élever socialement. Mais il n'y a jamais de retour. C'est-à-dire que les gens s'élèvent socialement, ils sont au Gabon, mais le retour se fait ailleurs. Madame Sidja Bongo, elle est franco-marocaine et gabonaise. On va dire qu'elle a une culture occidentale, mais elle ne se comporte pas comme une occidentale, les valeurs qu'on nous vend. Vous voyez ? Et si c'est une gabonaise du XXIe siècle, elle a de la famille sur place. Elle ne peut pas ignorer les souffrances du peuple qui est sur place. Donc, quand on est d'ailleurs, mais qu'on est de passage dans un pays comme le Gabon, en fait, on ne se préoccupe pas, ce qu'on se rend compte, on ne se préoccupe pas du malheur des Gabonais. Et certains Gabonais, bon là c'est un peu fort, Gabonais et vivre ailleurs, on peut être coupé des réalités. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce fait qu'il faille être Gabonais et né au Gabon. Né au Gabon. Parce qu'on peut être Gabonais, c'est mon cas. J'ai vécu... vos deux parents sont Gabonais. Voilà, vous êtes né à l'étranger. Je suis né au Gabon, mais... Ah non, vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Ouais. Mes enfants, globalement, mes enfants... mais vos enfants, c'est mort, c'est fini. Mon fils... Ça, c'est une erreur. Mais je pense que ces choses-là vont évoluer. Madame Anne-Marie Dorazek, oui, mais est-ce que vous pensez qu'on... Non, mais ça reste quand même au tas des projets parce que... Oui, ça va évoluer. Parce que cette fameuse charte, je suis désolée, même M. Oligui Nguema lui-même n'en tient pas compte. Bon, je vais revenir sur un point. La question de l'immigration et de la charte, cette disposition-là, il faut en tenir aussi compte de la démographie au Gabon. On dit aujourd'hui que nous avons 2 300 000 habitants à peu près, mais nous avons une population étrangère qui est aussi entre 400 000 personnes. Et quand on comptabilise aujourd'hui, la population étrangère au Gabon représente presque 30%, sachant que dans chaque pays, pour absorber, intégrer et donner un bon cadre de vie à chaque individu, il faut entre 5 et 6% de la population étrangère. Nous en sommes cette question est prévue pour la troisième partie. Concernant le sujet qui concerne le fameux, parce que cet article-là, c'est l'article 44. Je veux tout simplement dire que dans cet article 44, il faut mettre son bémol. Pourquoi ? Nous avons l'ambassadrice du Gabon à Paris. Oui. Elle est quoi ? Elle est d'origine de la République démocratique du Congo. Et pourtant, c'est elle qui gère la première chancellerie du Gabon dans le monde. C'est notre navire amiral. Je veux aller plus loin. Monsieur Oligui Nguema vient de nommer Madame Laurence Ndong, ministre de la Communication. Madame Laurence Ndong est de père et de mère camerounais, mariée à un Gabonais. Ça n'empêche pas que M. Oligui Nguema n'a pas tenu compte de ce fait, a dit c'est une Gabonaise, elle a droit à sa place. Donc, au final, cette fameuse charte et cette fameuse conditionnalité pour se présenter à la tête du Gabon, à mon avis, elle va s'arrêter, ou elle s'est arrêtée, vu que le président de la transition, qui a coécrit avec les autres soldats cette transition-là, lui-même n'en tient pas compte. Alors, on reviendra sur la question de l'immigration et des étrangers dans la troisième partie de notre émission. Mais pour finir avec la question de l'aspect politique, les questions politiques l'article 61 ressuscite la Constitution de 1991. Pourquoi ? Je pense que dans cette Constitution de 91, il y avait un dialogue qui avait eu lieu avec des personnes illustres et tout le monde retient cette période-là. C'est-à-dire que de 91, on va dire aujourd'hui, tous ceux qui se sont mêlés au pouvoir du PDG, cette constitution a été détricotée. On ne va pas réinventer la roue. On doit l'améliorer. Cette constitution, elle a été bien faite.
peut-être qu'elle doit être aménagée, mais en tout cas, on a une base. Pour avancer vite, on doit avancer vite, on a une base. C'est pour ça que vous l'avez ressuscité, et Patrick Mivila. Vous pensez aussi effectivement que la Constitution de 2016, en tout cas les différentes constitutions, les différentes révisions constitutionnelles que le Gabon a connues ont contribué à la crise, à exacerber la crise politique et les crises politiques qui ont conduit bien évidemment, parce que ça a été un enchaînement de coups d'État institutionnels finalement. Quand on modifie à souhait la Constitution d'un pays, effectivement on fait souvent référence à la Constitution de 91 parce qu'il y avait du sens, du contenu et il y avait un consensus politique autour de ce texte-là qui doit nécessairement être amélioré parce que le Gabon de 90, des années 90 n'est pas celui des années 2000. Donc, encore une fois, je tiens vraiment à ce que nos compatriotes et nos frères et sœurs africains qui nous regardent retiennent que nous avons un rendez-vous fondamental. Je vous ai entendu dire de moi tout à l'heure que j'étais à la fois heureux et prudent. Mais pourquoi je suis prudent ? Parce que nous avons peur que des discours tenus, par exemple, comme notre sœur Anne-Marie Douarzek, je n'ai pas, au-delà des critiques du régime dont elle fait partie, au-delà des critiques qu'elle tient, moi je n'ai pas le souhait de voir le PDG auquel elle appartient sortir de là restauré aussi, parce que c'est une machine politique qui a conduit le Gabon dans l'engrenage dans lequel on se trouve aujourd'hui. Les Gabonais doivent comprendre que si nous en sommes là, c'est le fait effectivement d'une famille, mais aussi de la machine qu'ils ont mis en place depuis 1967. Cette machine, c'est le PDG. Nous devons la désagréger idéologiquement, déjà, pour qu'ils comprennent bien qu'à chaque élection, nous avons dit non au PDG. Le texte qui est salué par tout le monde, la Constitution de 91, a été, en gros, détricoté par les amis de Madame Douarzek. Donc souvent, on a l'impression sur le plateau, on pourrait se dire, ben, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Mais non, le cœur du problème, un des aspects importants de cette transition, c'est de vraiment être très regardant, très prudent, s'interposer, empêcher que le PDG ne puisse aussi se restaurer. C'est donc pour enterrer complètement et définitivement la machine PDG, le système PDG que vous avez mis entre parenthèses cette constitution pour ressusciter la constitution. Oui, c'est une partie. Et puis c'est un moment très important qui va s'ouvrir parce qu'on va repenser le pays. Est-ce qu'on doit laisser, par exemple, je finis sur cette idée, pardon, est-ce qu'on doit pouvoir questionner le mode de gestion du pays en termes de bonne gouvernance ? Est-ce qu'on veut nécessairement rester sur le régime présidentiel où un seul homme concentrerait tous les pouvoirs. Il est le chef de l'armée, le chef de la magistrature. C'est partout comme ça sur le continent. Non, pas toujours. Il y a d'autres formes de gouvernance qui peuvent peut-être coller. À part l'Éthiopie qui a un régime parlementaire, tous les autres pays. Là, vous parlez de l'Afrique, oui. Mais il faut regarder aussi, finalement, est-ce que ce régime présidentiel s'y est le mieux ? Au Gabon, on peut se poser la question, parce que nous avons ce rendez-vous important, c'est ce que moi je retiens, on attend ce rendez-vous pour véritablement échanger. Et il y a un point que je voudrais rajouter, il est important, il est très important que le CTR comprenne. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Quand je dis vieux, c'est pas en âge, en système. On ne peut pas faire le Gabon nouveau. Le Gabon nouveau ne doit pas se faire avec du vieux, le vieux système. Mais a-t-on suffisamment de moyens, de matière pour faire du neuf, sans un peu du vieux ? On en parle après une courte pause. C'est dans quelques instants. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne
africaine.